Lecture de Totem et Tabou de Sigmund Freud, paru en 1913. Chapitre 4. Le retour infantile du totémisme. Section 2. L'origine de l'exogamie et ses rapports avec le totémisme. Tout en ayant cité avec quelques détails les théories relatives au totémisme, je crains fort de n'en avoir pas donné une idée suffisante, en raison des abréviations auxquelles j'étais obligé d'avoir recours. En ce qui concerne les questions dont nous allons nous occuper maintenant, je crois pouvoir me permettre, dans l'intérêt même du lecteur, d'être plus concis encore. Les discussions sur l'exogamie des peuples totémiques sont particulièrement compliquées et nombreuses, étant donné la nature des matériaux relatifs à ce sujet. On pourra même dire, sans exagération, que ce qui les caractérise surtout, c'est la confusion. Le but que je poursuis me permet d'ailleurs de me borner à relever quelques lignes directrices et de renvoyer ceux qui veulent se faire une idée plus approfondie de la question aux ouvrages spécialisés que j'ai si souvent eu l'occasion de citer. L'attitude d'un auteur à l'égard des problèmes relevant de l'exogamie dépend naturellement, dans une certaine mesure tout au moins, de ses sympathies pour telle ou telle théorie totémique. Quelques-unes des explications proposées sont sans aucun rapport avec l'exogamie, comme s'il s'agissait de deux institutions tout à fait distinctes. C'est ainsi que nous nous trouvons en présence de deux conceptions, dont l'une, s'en tenant aux apparences primitives, voit dans l'exogamie une partie essentielle du système totémique, tandis que l'autre conteste ce lien et ne croit qu'à une coïncidence accidentelle de ces deux traits caractéristiques des cultures primitives. Dans ses travaux les plus récents, Fraser a adopté sans réserve ce dernier point de vue. Je cite. « Je dois, dit-il, prier le lecteur d'avoir toujours présent à l'esprit le fait que les deux institutions, le totémisme et l'exogamie, sont fondamentalement distinctes par leur origine et par leur nature, bien qu'elles s'entrecroisent et se mélangent accidentellement dans un grand nombre de tribus. » Fin de citation. Il met directement en garde contre le point de vue opposé, dans lequel il voit une source de difficultés et de malentendus. Contrairement à Fraser, d'autres auteurs ont trouvé un moyen qui leur permet de voir dans l'exogamie une conséquence des idées fondamentales du totémisme. Durkheim a montré dans ses travaux que le tabou, qui se rattache au totem, devait nécessairement impliquer la prohibition de rapports sexuels avec une femme appartenant au même totem que l'homme. Le totem, ayant le même sang que l'homme, c'est commettre un acte criminel que d'avoir des rapports sexuels avec une femme appartenant au même totem. Allang, qui sur ce point se rattache à Durkheim, pense même qu'il n'était pas nécessaire d'invoquer les tabous du sang pour motiver la prohibition des rapports sexuels avec des femmes faisant partie de la même tribu que les hommes. Le tabou totémique général, qui défend par exemple de s'asseoir à l'ombre de l'arbre totémique, y aurait suffi. Le même auteur préconise d'ailleurs une autre théorie des origines de l'exogamie, sans nous dire quel rapport il y a entre ces deux explications. En ce qui concerne la succession dans le temps, la plupart des auteurs pensent que le totémisme est antérieur à l'exogamie. Parmi les théories qui veulent expliquer l'exogamie indépendamment du totémisme, nous ne relèverons que celles qui mettent en lumière les différentes attitudes des auteurs à l'égard du problème de l'inceste. MacLennan a très ingénieusement expliqué l'exogamie par les survivances des coutumes qui semblent révéler l'existence à une époque plus ancienne du rapt de femmes. Il avait donc admis qu'aux époques les plus primitives existait l'usage général de se procurer des femmes en les enlevant à des tribus étrangères, et que peu à peu, le mariage avec des femmes de sa propre tribu, devenant de plus en plus exceptionnel, avait fini par être frappé d'interdiction. Il cherche la raison de cette coutume de l'exogamie dans la pénurie de femmes dont souffraient ces tribus primitives, par suite de l'usage qui y régnait de tuer la plupart des enfants du sexe féminin dès leur naissance. Nous n'avons pas à nous occuper de savoir si les faits sont de nature à confirmer les hypothèses de MacLennan. Ce qui nous intéresse davantage, c'est que même en admettant ces hypothèses, on n'arrive pas à s'expliquer pourquoi les hommes de la tribu se seraient interdits les mariages avec les quelques femmes de leur propre sang, ni pourquoi l'auteur laisse tout à fait de côté le problème de l'inceste. En opposition avec cette manière de voir, et manifestement avec beaucoup plus de raison, d'autres chercheurs ont vu dans l'exogamie une institution destinée à préserver contre l'inceste. Si l'on tient compte de la complication croissante des restrictions matrimoniales existant en Australie, on ne peut que partager l'opinion de Morgan, Baldwin Spencer, Fraser, Howitt, d'après laquelle ces mesures porteraient l'empreinte d'une intention consciente, voulue, et auraient réellement atteint le but qu'elles se proposaient. Il est impossible d'expliquer autrement dans tous ces détails un système à la fois si complexe et si régulier. Un fait intéressant à relever
et que les premières restrictions consécutives à l'introduction des classes matrimoniales frappaient la liberté sexuelle de la jeune génération, donc l'inceste entre frères et sœurs et entre fils et mères, tandis que l'inceste entre père et fille n'a été supprimé que par des prohibitions ultérieures. Mais en attribuant les restrictions sexuelles exogamiques à des intentions législatrices, on n'explique pas pour quelles raisons ces institutions ont été créées. D'où vient, en dernière analyse, la peur de l'inceste qui doit être considérée comme la racine même de l'exogamie. Il ne suffit évidemment pas d'expliquer la phobie de l'inceste par une aversion instinctive pour les rapports sexuels entre très proches parents, ce qui équivaut à invoquer le fait même de la peur de l'inceste, alors que l'expérience nous montre que, malgré cet instinct, l'inceste est loin d'être un phénomène rare, même dans nos sociétés modernes, et alors que l'expérience historique nous enseigne que les mariages incestueux étaient obligatoires pour certaines personnes privilégiées. Westermarck explique la peur de l'inceste en disant que, je cite, des personnes de sexe différent, vivant ensemble depuis leur enfance, éprouvent une aversion innée à entrer en rapport sexuel. Et comme il existe généralement entre ces personnes une parenté de sang, ce sentiment trouve dans la coutume et dans la loi son expression naturelle, qui est celle de l'interdiction de rapports sexuels entre proches parents. Fin de citation. Havelock Ellis, tout en contestant le caractère instinctif de cette aversion, ne s'en rapproche pas moins dans ses Studies in the Psychology of Sex, de la même manière de voir lorsqu'il dit, je cite, le fait que l'instinct sexuel ne se manifeste pas normalement entre frères et sœurs ou entre garçons et jeunes filles ayant vécu ensemble depuis leur enfance ne constitue qu'un phénomène négatif, provenant de ce que, dans les circonstances dont il s'agit, les conditions nécessaires à l'éveil de l'instinct d'accouplement font défaut. Chez des personnes ayant vécu ensemble depuis leur enfance, l'habitude a émoussé toutes les excitations que peuvent provoquer la vue, l'ouïe et le contact. Elle a créé entre ces personnes un état d'inclination exempt de désir, et les a rendues incapables de provoquer l'excitation érotique nécessaire à la production de la tumescence génésique. Fin de citation. Je trouve tout à fait singulier qu'en parlant de l'aversion innée pour des rapports sexuels qu'éprouvent des personnes ayant vécu ensemble depuis leur enfance, Westermarck voit en même temps dans cette tendance une expression psychique du fait biologique que les mariages consanguins sont préjudiciables à l'espèce. Il est difficile d'admettre qu'un instinct biologique de ce genre se trompe dans sa manifestation psychologique au point de frapper d'interdiction, au lieu des rapports sexuels nuisibles à l'espèce entre parents de sang, ceux tout à fait inoffensifs sous ce rapport entre membres d'une même maison ou d'une même tribu. Mais je ne puis résister au plaisir de reproduire la critique que Fraser oppose à l'affirmation de Westermarck. Fraser trouve en effet inconcevable qu'il n'existe aujourd'hui aucun préjugé contre les rapports sexuels entre membres d'une même famille, alors que la peur de l'inceste, qui d'après Westermarck ne serait qu'un effet de ce préjugé, est aujourd'hui plus forte que jamais. Plus profondes encore sont les remarques suivantes de Fraser que je cite ici textuellement, parce qu'elles s'accordent dans leurs points essentiels avec les arguments que j'ai développés moi-même dans le chapitre sur le tabou. Je cite. On ne voit pas bien pourquoi un instinct humain profondément enraciné aurait besoin d'être renforcé par une loi. Il n'y a pas de loi ordonnant à l'homme de manger et de boire, ou lui défendant de mettre ses mains dans le feu. Les hommes mangent, boivent, tiennent leurs mains éloignées du feu instinctivement, par crainte de châtiments naturels et non légaux, qu'ils s'attireraient en se comportant à l'encontre de leur instinct. La loi ne défend que ce que les hommes seraient capables de faire sous la pression de certains de leurs instincts. Ce que la nature elle-même défend et punit n'a pas besoin d'être défendu et puni par la loi. Aussi pouvons-nous admettre sans hésitation que les crimes défendus par une loi sont véritablement des crimes que beaucoup d'hommes accompliraient facilement par penchant naturel. Si les mauvais penchants n'existaient pas, il n'y aurait pas de crime. Et s'il n'y avait pas de crime, quel besoin aurait-on de les interdire ? C'est ainsi qu'au lieu de conclure de l'interdiction légale de l'inceste qu'il existe pour l'inceste une aversion naturelle, nous devrions plutôt en conclure à l'existence d'un instinct naturel poussant à l'inceste, et que si la loi réprouve cet instinct comme tant d'autres instincts naturels, c'est parce que les hommes civilisés se sont rendus compte que la satisfaction de ces instincts naturels serait nuisible au point de vue social. Fin de citation. À cette remarquable argumentation de Fraser, je puis encore ajouter que les expériences de la psychanalyse prouvent l'impossibilité de l'existence d'une aversion innée pour les rapports incestueux. Elles montrent, au contraire, que les premiers désirs sexuels de l'homme adolescent sont toujours de nature incestueuse, et que ces désirs réprimés jouent un rôle très important en tant que cause déterminante des névroses ultérieures. Il faut donc abandonner la conception qui voit dans la peur de l'inceste un instinct inné,
il n'en est pas autrement d'une autre conception de la prohibition de l'inceste, conception qui compte de nombreux partisans, à savoir qu'ayant constaté de bonne heure les dangers que les mariages consanguins présentent au point de vue de la procréation, les peuples primitifs auraient édicté la prohibition de l'inceste en toute connaissance de cause. Les objections contre cet essai d'explication sont nombreuses. En premier lieu, outre que la prohibition de l'inceste doit être de beaucoup antérieure à l'économie basée sur l'emploi d'animaux domestiques, et qui seule aurait pu fournir des données sur les effets de la consanguinité sur les qualités de la race, la nature nuisible de ces effets est, même de nos jours, encore loin d'être admise, et en ce qui concerne l'homme, difficile à prouver. En deuxième lieu, tout ce que nous savons sur les primitifs actuels rend peu vraisemblable l'hypothèse d'après laquelle leurs ancêtres les plus éloignés auraient été préoccupés par le souci de mettre la postérité à l'abri des effets nuisibles des unions consanguines. Il est presque ridicule d'attribuer à ces hommes incapables de toute prévoyance, vivant au jour le jour, des motifs hygiéniques et eugéniques dont on tient à peine compte même dans notre civilisation actuelle. On peut enfin objecter qu'il ne suffit pas d'attribuer la prohibition des unions consanguines à des raisons hygiéniques et purement pratiques pour expliquer la profonde aversion qui existe contre l'inceste dans nos sociétés modernes. Ainsi que je l'ai montré ailleurs, cette peur de l'inceste est encore plus vive et plus forte chez les peuples primitifs encore existants que chez les peuples civilisés. Alors qu'on pouvait s'attendre à avoir aussi pour l'explication de la peur de l'inceste le choix entre des causes sociologiques, biologiques et psychologiques, les facteurs psychologiques n'étant à leur tour que le mode de manifestation de forces biologiques, on se voit obligé, à la fin de l'analyse, de souscrire à l'aveu résigné de Fraser. Nous ignorons l'origine de la peur de l'inceste, et nous ne savons même pas dans quelle direction nous devons la chercher. Aucune des solutions de l'énigme, jusqu'à présent proposée, ne nous paraît satisfaisante. Je dois encore mentionner un dernier essai d'explication de l'origine de l'inceste. Cet essai diffère totalement de ceux dont nous nous sommes occupés jusqu'à présent et pourrait être qualifié d'historique. Il se rattache à une hypothèse de Darwin sur l'état social primitif de l'humanité. Des habitudes de vie des singes supérieurs, Darwin a conclu que l'homme a lui aussi vécu primitivement en petites hordes, à l'intérieur desquelles la jalousie du mâle le plus âgé et le plus fort empêchait la promiscuité sexuelle. Je cite. D'après ce que nous savons de la jalousie de tous les mammifères, dont beaucoup sont même armés d'organes spéciaux destinés à leur faciliter la lutte contre des rivaux, nous pouvons conclure en effet qu'une promiscuité générale des sexes à l'état de nature est un fait extrêmement peu probable. Mais si, remontant le cours du temps assez loin en arrière, nous jugeons les habitudes humaines d'après ce qui existe actuellement, la conclusion la plus vraisemblable est que les hommes ont vécu primitivement en petites sociétés, chaque homme ayant généralement une femme, parfois s'il était puissant, en possédant plusieurs qu'il défendait jalousement contre tous les autres hommes. Bien, sans être un animal social, il n'en a pas moins pu vivre comme le gorille avec plusieurs femmes qui n'appartenaient qu'à lui. C'est qu'en effet tous les naturels se ressemblent en ce qu'un seul mâle est visible dans un groupe. Lorsque le jeune mâle a grandi, il entre en lutte avec les autres pour la domination, et c'est le plus fort qui, après avoir tué ou chassé tous ses concurrents, devient le chef de la société. Les jeunes mâles, ainsi éliminés et errant d'endroit en endroit, se feront à leur tour un devoir, lorsqu'ils auront enfin réussi à trouver une femme, d'empêcher les unions consanguines trop étroites entre membres d'une seule et même famille. Fin de citation. Atkinson semble avoir été le premier à reconnaître que les conditions que Darwin assigne à la horde primitive ne pouvaient dans la pratique que favoriser l'exogamie. Chacun de ces exilés pouvait fonder une horde analogue à l'intérieur de laquelle la prohibition des relations sexuelles était assurée et maintenue par la jalousie du chef. Et c'est ainsi qu'avec le temps, ces conditions ont fini par engendrer la règle existant actuellement à l'état de loi consciente. Pas de relations sexuelles entre membres de la même horde. Après l'introduction du totémisme, cette règle s'est transformée en cette autre. Pas de relations sexuelles à l'intérieur du totem. Lang s'est rallié à cette explication de l'exogamie, mais dans le même ouvrage, il se montre partisan de l'autre théorie, celle de Durkheim, qui voit dans l'exogamie une conséquence des lois totémiques. Il n'est pas aisé de concilier les deux manières de voir. D'après la première, l'exogamie aurait existé avant le totémisme. D'après la dernière, elle serait l'effet de celui-ci. Dans cette obscurité, l'expérience psychanalytique ne projette qu'un seul et unique rayon de lumière. L'attitude de l'enfant à l'égard des animaux présente de nombreuses analogies avec celle du primitif. L'enfant n'éprouve encore rien de cet orgueil propre à l'adulte civilisé qui trace une ligne de démarcation nette entre lui et tous les autres représentants du règne animal. Il considère sans hésitation l'animal comme son égal.
Par l'aveu franc et sincère de ses besoins, il se sent plus proche de l'animal que de l'homme adulte qu'il trouve sans doute plus énigmatique. Dans cet accord parfait qui existe entre l'enfant et l'animal, on voit parfois survenir un trouble singulier. L'enfant commence tout à coup à avoir peur de certains animaux et à fuir le contact et même l'aspect de tous les représentants d'une espèce donnée. On voit alors se reproduire le tableau clinique de la zoophobie, une des affections psychonévrotiques les plus fréquentes à cet âge et peut-être la forme précoce d'une affection de ce genre. La phobie porte en général sur des animaux pour lesquels l'enfant avait témoigné jusqu'alors le plus vif intérêt, et elle ne présente aucun rapport avec tel ou tel animal particulier. Le choix des animaux susceptibles de devenir objets de phobie n'est pas très grand dans les villes. Ce sont des chevaux, des chiens, des chats, plus rarement des oiseaux, bien souvent de très petites bêtes comme les scarabées et les papillons. Quelquefois, ce sont des animaux que l'enfant ne connaît que par ses livres d'images ou par les contes qu'il a entendus. Ils deviennent l'objet de l'angoisse irraisonnée et démesurée qui accompagne ces phobies. On réussit rarement à découvrir l'accident ou l'événement qui a déterminé cet extraordinaire choix de l'animal de la phobie. Je dois à Karl Abraham la communication d'un cas où l'enfant a expliqué lui-même sa peur des guêpes, en disant que la couleur et les rayures du corps de la guêpe le faisaient penser au tigre, qui, d'après ce qu'il avait entendu raconter, était un animal dont il fallait avoir peur. Les zoophobies des enfants n'ont pas encore fait l'objet d'un examen analytique attentif, bien qu'elles le méritent au plus haut point. Cela s'explique certainement par les difficultés que présente l'analyse d'enfants très jeunes. Aussi ne saurait-on affirmer qu'on connaît le sens général de ces affections, et je pense même qu'il ne peut s'agir d'une signification unique. Quelques cas cependant de ces phobies ayant pour objet de grands animaux se sont montrés accessibles à l'analyse et ont révélé aux chercheurs leur mystère. Dans tous les cas, il s'est agi de la même chose. Lorsque les enfants examinés étaient des garçons, leur angoisse leur était inspirée par le père et a seulement été déplacée sur l'animal. Tous ceux qui sont plus ou moins familiarisés avec la psychanalyse ont certainement vu des cas de ce genre et recueilli la même impression. Cependant, les publications détaillées sur ce sujet ne sont guère nombreuses. C'est là un accident littéraire dont on aurait tort de conclure que notre affirmation ne s'appuie que sur des observations isolées. Je citerai par exemple un auteur qui sait d'une manière intelligente occuper des névroses de ses enfants. Cet homme, le docteur Wolff, raconte à propos de la description clinique d'une névrose d'un garçon âgé de 9 ans que ce jeune malade souffrait depuis 4 ans d'une phobie des chiens. Je cite. Lorsqu'il voyait dans la rue un chien courir au-devant de lui, il se mettait à pleurer et à crier « Mignon petit chien, ne m'emporte pas, je serai gentil !» Pour être gentil, il entendait ne plus jamais jouer du violon, c'est-à-dire ne plus se masturber. Fin de citation. Le même auteur résume ensuite son cas comme suit. Je cite. Sa phobie des chiens n'est au fond que la crainte du père qui s'est déplacé sur le chien, car la bizarre exclamation « Chien, je serai gentil » s'adresse à proprement parler au père qui a défendu cette masturbation. Fin de citation. L'auteur ajoute dans une note ceci, qui s'accorde si bien avec mes propres observations et témoigne en même temps du grand nombre de ces cas. Je cite. Je crois que ces phobies sont au moins aussi fréquentes chez l'enfant que les terreurs nocturnes, et se révèlent toujours à l'analyse comme procédant d'un déplacement sur un animal de la peur éprouvée devant l'un ou l'autre des parents. La phobie si répandue des souris et des rats serait-elle produite par le même mécanisme? C'est ce que je ne saurais affirmer. Fin de citation. Dans le premier volume de l'un de mes ouvrages, j'ai publié l'analyse d'une phobie d'un garçon de 5 ans dont l'observation m'a été obligeamment communiquée par le père. Il s'agissait d'une peur des chevaux telle que l'enfant hésitait à se montrer dans la rue. Il craignait de voir le cheval entrer dans sa chambre pour le mordre. On trouva plus tard qu'il y voyait une punition pour la chute qu'il souhaitait au cheval. Lorsqu'on eut apaisé la crainte que l'enfant éprouvait devant le père, on s'aperçut qu'il avait lutté contre le désir de l'absence du père. Ainsi qu'il le fit nettement comprendre. Il voyait dans le père un concurrent lui disputant les faveurs de la mère, vers laquelle étaient vaguement dirigées ses premières impulsions sexuelles. Il se trouvait par conséquent dans la situation typique de l'enfant mâle, situation que nous désignons sous le nom de complexe d'Oedipe, et dans laquelle nous voyons le complexe central des névroses en général. Le fait nouveau que nous a révélé l'analyse du petit Hans est très intéressant au point de vue de l'explication du totémisme. L'enfant a notamment transféré sur un animal une partie des sentiments qu'il éprouvait pour le père. L'analyse a permis de découvrir les trajets d'association, soit importants au point de vue du contenu, soit accidentels, selon lesquels s'est effectué ce transfert. La haine née de la rivalité avec le père n'a pas pu se développer librement dans la vie psychique de l'enfant parce qu'elle était neutralisée par la tendresse et l'admiration qu'il avait toujours éprouvées pour la même personne,
Il en résulta pour l'enfant une attitude équivoque, ambivalente à l'égard du père, une lutte à laquelle il a échappé en déplaçant ses sentiments d'hostilité et de crainte sur un objet de substitution. Toutefois, ce transfert est impuissant à résoudre le conflit, en opérant une séparation nette entre les sentiments tendres et les sentiments hostiles. Le conflit se poursuit après le transfert, et l'attitude ambivalente persiste, mais cette fois à l'égard de l'objet de substitution. Il est certain que le petit Hans ne craint pas seulement les chevaux, mais est aussi pour eux plein de respect et leur porte le plus vif intérêt. Dès que sa crainte s'est apaisée, il s'est identifié lui-même avec l'animal redouté, en se mettant à sauter comme un cheval et à mordre lui-même son père. Dans une autre phase de relâchement de la phobie, il identifie volontiers ses parents avec d'autres grands animaux. On ne peut s'empêcher de reconnaître dans ces zoophobies des enfants certains traits du totémisme sous son aspect négatif. Nous devons cependant à Ferenczi la rare et belle observation d'un cas qu'on peut considérer comme une manifestation du totémisme positif chez un enfant. Chez le petit Arpad, dont Ferenczi nous conte l'histoire, les tendances totémistes s'éveillent non en rapport direct avec le complexe d'Oedipe, mais indirectement, en rapport avec l'élément narcissique de ce complexe, avec la phobie de la castration. Mais en lisant attentivement l'histoire précédente, celle du petit Hans, on y trouve également de nombreux témoignages de l'admiration que l'enfant éprouvait pour le père, à cause du volume de son appareil génital, et parce qu'il voyait en lui une menace pour ses propres organes génitaux. Dans le complexe d'Oedipe et dans le complexe de castration, le père joue le même rôle, celui de l'adversaire redouté des intérêts sexuels infantiles. La castration ou l'arrachement des yeux, tels sont les châtiments dont il le menace. Alors que le petit Arpad était âgé de 2 ans et demi, il voulut, un jour qu'il était à la campagne, uriner dans le poulailler. Il eut la verge mordue ou happée par une poule. Étant retourné l'année suivante dans le même endroit, il s'imagina être lui-même une poule, ne s'intéressa qu'au poulailler et à tout ce qui s'y passait et échangea son langage humain contre le piaillement et le glapissement de la basse-cour. À l'époque à laquelle se rapporte l'observation, il avait alors 5 ans, il avait retrouvé son langage, mais ne parlait que de poules et autres volailles. Il ne connaissait aucun autre jouet et ne chantait que des chansons où il était question de volatiles. Son attitude à l'égard de son animal totem était nettement ambivalente, haine et amour démesuré. Son jeu préféré était le combat de poules. Je cite. C'était pour lui une joie et une fête d'assister au combat que se livraient les volatiles. Il était capable de danser pendant des heures autour des cadavres des poules en proie à une grande excitation. Fin de citation. Puis il se mettait à embrasser et à caresser l'animal tué, à nettoyer et à couvrir de baisers les images de poules qu'il avait lui-même maltraitées auparavant. Le petit Arpad prenait lui-même soin de ne laisser aucun doute sur le sens de sa bizarre attitude. À l'occasion, il savait transposer ses désirs en remplaçant leur mode d'expression totémique par le mode d'expression emprunté au langage vulgaire. Je cite. « Mon père est le coq », fin de citation, disait-il un jour. Je cite. « À présent, je suis petit, je suis un poussin, mais quand je serai plus grand, je serai une poule, et plus grand encore, je serai un coq. » Fin de citation. Une autre fois, il voulait tout à coup manger de la mer confite. Il menaçait très volontiers les autres de castration, ayant lui-même éprouvé des menaces de ce genre par suite des pratiques onaniques auxquelles il soumettait sa verge. Quant à la cause de l'intérêt qu'il éprouvait pour tout ce qui se passait dans la basse-cour, elle ne fait pas l'objet du moindre doute pour Ferenczi. Je cite. Les rapports sexuels animés entre le coq et la poule, la ponte des œufs et la sortie du poussin, fin de citation, satisfaisaient sa curiosité sexuelle qui, à proprement parler, était tournée vers ce qui se passait dans la famille humaine. C'est en concevant les objets de ses désirs d'après ce qu'il avait vu dans la basse-cour qu'il dit un jour à une voisine, je cite, « Je vous épouserai, vous et votre sœur, et mes 3 cousines et la cuisinière. Non, plutôt ma mère à la place de la cuisinière. » Fin de citation. Nous compléterons plus loin les conclusions que suggère cette observation. Contentons-nous ici de relever 2 traits de ressemblance entre notre cas et le totémisme. L'identification complète avec l'animal totémique et l'attitude ambivalente à son égard. Nous basant sur ces observations, nous nous croyons autorisés à introduire dans la formule du totémisme le père à la place de l'animal totémique. Mais cette substitution opérée, nous nous apercevons que nous n'avons guère avancé, et surtout que nous n'avons pas fait un pas bien hardi. Ce que nous croyons avoir trouvé, les primitifs nous le disent eux-mêmes, et partout où le système totémiste est encore en vigueur, le totem est désigné comme un ancêtre. Tout ce que nous avons fait, c'est d'attribuer un sens littéral à cette désignation dont les ethnologistes ne savaient que faire et qu'ils ont pour cette raison refoulé à l'arrière-plan. La psychanalyse nous engage au contraire à relever ce point et à y rattacher un essai d'explication du totémisme. Le premier résultat de notre substitution est très intéressant. Si l'animal totémique n'est autre que le père,
Nous obtenons en effet ceci. Les 2 commandements capitaux du totémisme, les 2 prescriptions tabous qui en forment comme le noyau, à savoir la prohibition de tuer le totem et celle d'épouser une femme appartenant au même totem, coïncident, quant à leur contenu, avec les 2 crimes d'Oedipe, qui a tué son père et épousé sa mère, et avec les 2 désirs primitifs de l'enfant, dont le refoulement insuffisant ou le réveil forme peut-être le noyau de toutes les névroses. Si cette ressemblance n'est pas un simple jeu du hasard, elle doit nous permettre d'expliquer la naissance du totémisme aux époques les plus reculées. En d'autres termes, nous devons réussir à rendre vraisemblable le fait que le système totémique est né des conditions du complexe d'Oedipe, tout comme la zoophobie du petit Hans et la perversion du petit Arpade. Pour établir cette vraisemblance, nous allons dans les pages suivantes étudier une particularité non encore mentionnée du système totémique, ou pourrions-nous dire de la religion totémique. Physicien, philologue, exégète biblique et archéologue, esprit aussi universel que clairvoyant et libre de préjugés, Robertson Smith, mort en 1894, a émis dans son ouvrage sur la religion des Sémites, paru en 1889, l'opinion qu'une cérémonie singulière, le repas dit totémique, faisait dès le début partie intégrante du système totémique. Il ne disposait, à l'appui de sa supposition, que d'une seule description d'un acte de ce genre, datant du 5e siècle de notre ère, mais il a su lui imprimer un grand degré de vraisemblance grâce à l'analyse du sacrifice chez les anciens sémites. Comme le sacrifice suppose une personne divine, il s'agissait d'une inférence ayant pour point de départ une phase supérieure du culte religieux et pour aboutissement la phase la plus primitive du totémisme. Je vais essayer de citer de l'excellent livre de Robertson Smith les passages les plus intéressants relatifs à l'origine et à la signification du rite du sacrifice, en négligeant les détails souvent pleins d'attrait et le développement ultérieur de ce rite. Je préviens le lecteur qu'il ne doit pas s'attendre à trouver dans mon extrait la lucidité et la force de démonstration de l'exposé original. Robertson Smith montre que le sacrifice sur l'autel constituait la partie essentielle du rituel des religions anciennes. Il jouait le même rôle dans toutes les religions, de sorte qu'on peut expliquer son existence par des causes très générales et exerçant partout la même action. Le sacrifice, l'acte sacré par excellence, n'avait cependant pas au début la même signification que celle qu'il a acquise aux époques ultérieures. Une offre faite à la divinité, dans le but de se la concilier ou de se la rendre favorable. Tout porte à croire que le sacrifice n'était primitivement pas autre chose qu'un acte de camaraderie sociale entre la divinité et ses adorateurs, de communion entre les fidèles et leur Dieu. On offrait en sacrifice des choses qui se mangent et se boivent. L'homme sacrifiait à son Dieu ce dont il se nourrissait lui-même, viande, céréales, fruits, vin, huile. Il n'y avait de restrictions et d'exceptions qu'en ce qui concernait la viande du sacrifice. Les animaux offerts en sacrifice étaient consommés à la fois par le Dieu et par ses adorateurs. Seuls les sacrifices végétaux étaient réservés aux dieux sans partage. Il est certain que les sacrifices d'animaux sont les plus anciens et ont jadis existé seuls. L'offre de végétaux a eu pour source l'offre de primeur de tous les fruits et représentait un tribut payé au maître du sol et du pays. Mais les sacrifices d'animaux sont plus anciens que l'agriculture. Des survivances linguistiques prouvent d'une façon certaine que la part du sacrifice destiné aux dieux était considérée au début comme sa nourriture réelle. Avec la dématérialisation progressive de la nature divine, cette représentation est devenue choquante. On crut y échapper en assignant à la divinité que la partie liquide du repas. L'usage du feu a rendu possible plus tard une certaine préparation des aliments humains qui leur donnait une forme, un goût et un aspect plus dignes de l'essence divine. À titre de breuvage, on offrait au début le sang des animaux sacrifiés, remplacé plus tard par le vin. Le vin était considéré par les anciens comme le sang de la vigne. C'est le nom que lui donnent encore les poètes de nos jours. La forme la plus ancienne du sacrifice, antérieure à l'agriculture et à l'usage du feu, est donc représentée par le sacrifice animal dont la chair et le sang étaient goûtés en commun par le dieu et ses adorateurs. Il importait que chaque participant reçût sa part du repas, déterminée et réglée d'avance. Ce sacrifice était une cérémonie officielle, une fête célébrée par le clan tout entier. D'une façon générale, la religion était la chose de tous, le devoir religieux une obligation sociale. Sacrifice et fête coïncidaient chez tous les peuples. Chaque sacrifice comportait une fête, et il n'y avait pas de fête sans sacrifice. Le sacrifice-fête était une occasion de s'élever joyeusement au-dessus des intérêts égoïstes de chacun, de faire ressortir les liens qui rattachaient chaque membre de la communauté à la divinité. La force morale du repas de sacrifice public reposait sur des représentations très anciennes concernant la signification de l'acte de manger et de boire en commun. Manger et boire avec un autre était à la fois un symbole et un moyen de renforcer la communauté sociale et de contracter des obligations réciproques.
Le repas de sacrifice exprimait directement le fait de la commensalité du Dieu et de ses adorateurs. Et cette commensalité impliquait tous les autres rapports qu'on supposait exister entre celui-là et ceux-ci. Des coutumes encore aujourd'hui en vigueur chez les Arabes du désert montrent que le repas en commun formait un lien, non en tant que représentation symbolique d'un facteur religieux, mais indirectement, en tant qu'acte de manger. Quiconque a partagé avec un bédouin le moindre morceau ou bu une gorgée de son lait n'a plus à craindre son inimitié, mais peut toujours être assuré de son aide et de sa protection, du moins aussi longtemps que la nourriture prise en commun demeure, d'après ce qu'on suppose, dans le corps. Le lien de la communauté est donc conçu d'une manière purement réaliste. Pour que ce lien soit renforcé et qu'il dure, il faut que l'acte soit souvent répété. Mais d'où vient cette force, ce pouvoir de lier qu'on attribue à l'acte de manger et de boire en commun? Dans les sociétés les plus primitives, il n'existe qu'un seul lien qui lie sans condition et sans exception. C'est la communauté de clans. Les membres de cette communauté sont solidaires les uns des autres. Un kin est un groupe de personnes dont la vie forme une unité physique telle qu'on peut considérer chacune d'elles comme un fragment d'une vie commune. Lorsqu'un membre du kin est tué, on ne dit pas « le sang de tel ou tel a été versé », mais on dit « notre sang a été versé ». La phrase hébraïque, par laquelle est reconnue la parenté tribale, dit « tu es l'os de mes os et la chair de ma chair ». Kinship signifie donc faire partie d'une substance commune. Aussi, la kinship n'est-elle pas seulement fondée sur le seul fait d'être une partie de la substance de la mère dont on est né et du lait de laquelle on s'est nourri, mais aussi sur cet autre fait que la nourriture qu'on absorbe ultérieurement et par laquelle on entretient et renouvelle son corps est de nature à conférer et à renforcer la kinship. En partageant un repas avec son Dieu, on exprime par là même la conviction qu'on est fait de la même substance que lui, et on ne partage jamais de repas avec celui qu'on considère comme un étranger. Le repas de sacrifice était donc primitivement un repas solennel réunissant les membres du clan ou de la tribu, conformément à la loi que seuls les membres du clan pouvaient manger en commun. Dans nos sociétés modernes, le repas réunit les membres de la famille, mais cela n'a rien à voir avec le repas de sacrifice. Kinship est une institution plus ancienne que la vie de famille. Les plus anciennes familles que nous connaissons se composent régulièrement de personnes appartenant à différentes associations de parentage. Les hommes épousent des femmes appartenant à d'autres clans. Les enfants suivent le clan de la mère. Il n'existe aucune parenté tribale entre l'homme et les autres membres de la famille. Dans une famille pareille, il n'y a pas de repas commun. Les primitifs mangent encore aujourd'hui séparément, et les interdits religieux du totémisme, relatifs aux aliments, les mettent souvent dans l'impossibilité de manger en commun avec leurs enfants. Revenons maintenant à l'animal de sacrifice. Nous savons déjà qu'il n'y avait pas de réunion de la tribu sans sacrifice d'un animal, mais aussi un animal ne pouvait être tué qu'à l'occasion d'un de ces événements solennels. On se nourrissait de fruits, de gibier, de lait d'animaux domestiques, mais des scrupules religieux défendaient à chacun de tuer un animal domestique pour sa consommation personnelle. Il est hors de doute, dit Robertson Smith, que chaque sacrifice était primitivement un sacrifice collectif du clan, et que la mise à mort de la victime était un acte défendu à l'individu, et qui n'était justifié que lorsque la tribu en assumait la responsabilité. Il n'existe chez les primitifs qu'une seule catégorie d'actions auxquelles s'applique cette caractéristique. Ce sont les actions qui portent atteinte au caractère sacré du sang commun à la tribu. Une vie que nul individu ne peut supprimer et qui ne peut être sacrifiée qu'avec le consentement, la participation de tous les membres du clan occupe le même rang que la vie des membres du clan eux-mêmes. La règle qui ordonne à chaque convive qui assiste au repas du sacrifice de goûter de la viande de l'animal sacrifié a la même signification que la prescription d'après laquelle un membre de la tribu ayant commis une faute doit être exécuté par la tribu entière. En d'autres termes, l'animal sacrifié était traité comme un membre de la tribu, la communauté offrant le sacrifice. Son dieu et l'animal étaient du même sang, membres d'un seul et même clan. S'appuyant sur de nombreuses données, Robertson Smith identifie l'animal sacrifié avec l'ancien animal totémique. Il y avait dans l'Antiquité deux sortes de sacrifices. Les sacrifices d'animaux domestiques, qui étaient généralement mangés, et les sacrifices extraordinaires d'animaux qui étaient interdits comme impurs. Un examen plus approfondi révèle que ces animaux impurs étaient des animaux sacrés, qu'ils étaient sacrifiés aux dieux pour lesquels ils étaient sacrés, qu'ils étaient primitivement identiques aux dieux eux-mêmes, et qu'en offrant le sacrifice, les fidèles faisaient en quelque sorte ressortir la parenté de sang qui les rattachait à l'animal et aux dieux. À une époque plus ancienne, cette différence entre sacrifice ordinaire et sacrifice mythique n'existe pas encore. Tous les animaux sont alors sacrés. L'usage de leur chair est défendu, sauf dans les occasions solennelles et avec la participation de toute la tribu. La mise à mort de l'animal est assimilée à un meurtre, comme s'il portait sur un membre de la tribu, et ce meurtre
ne doit être effectué qu'en observant les mêmes précautions et les mêmes garanties contre tout reproche possible. La domestication des animaux et l'introduction de l'élevage semblent avoir signifié partout la fin du totémisme pur et strict des temps primitifs. Mais les traces du caractère sacré des animaux domestiques qu'on retrouve dans ces religions pastorales suffisent à faire reconnaître dans ces animaux les anciens totems. Encore à l'époque classique assez avancée, le rite prescrivait aux sacrificateurs, dans certains endroits, de prendre la fuite une fois le sacrifice accompli, comme s'il avait à se soustraire à un châtiment. En Grèce, l'idée devait être autrefois généralement répandue que la mise à mort d'un bœuf était un véritable crime. Aux fêtes athéniennes de Bouphonie, le sacrifice était suivi d'un véritable procès, avec interrogatoire de tous les participants. On se mettait finalement d'accord pour rejeter la faute sur le couteau qu'on jetait à la mer. Malgré la crainte qui protégeait la vie de l'animal sacré, comme s'il était un membre de la tribu, la nécessité s'imposait de temps à autre de le sacrifier solennellement en présence de toute la communauté et de distribuer sa chair et son sang aux membres de la tribu. Le motif qui dictait ces actes nous livre le sens le plus profond du sacrifice. Nous savons que plus tard, tout repas en commun, toute participation à la même substance ayant pénétré dans le corps, créait entre les commensaux un lien sacré. Mais aux époques plus anciennes, cette signification n'était attribuée qu'à la consommation en commun de la chair de l'animal sacré. Le mystère sacré de la mort de l'animal se justifie par le fait que c'est ainsi seulement que peut s'établir le lien unissant les participants entre eux et à leur Dieu. Ce lien n'est autre que la vie même de l'animal sacrifié, cette vie résidant dans sa chair et dans son sang, et se communiquant au cours du repas sacrificiel à tous ceux qui y prennent part. Cette représentation forme la base de tous les liens de sang que les hommes contractent les uns envers les autres, même à des époques assez récentes. La conception éminemment réaliste, qui voit dans la communauté de sang une identité de substance, laisse comprendre pourquoi on jugeait de temps à autre nécessaire de renouveler cette identité par le procédé purement physique du repas sacrificiel. Arrêtons ici le raisonnement de Robertson Smith pour en résumer aussi brièvement que possible la substance et le noyau. Avec la naissance de l'idée de propriété privée, le sacrifice fut conçu comme un don fait à la divinité, comme la remise à celle-ci d'une chose appartenant en propriété à l'homme. Mais cette interprétation laissait sans explication toutes les particularités du rituel du sacrifice. Aux époques très anciennes, l'animal était sacré, sa vie était intangible et ne pouvait être supprimée qu'avec la participation et sous la commune responsabilité de toute la tribu, en présence du Dieu, afin que, s'assimilant sa substance sacrée, les membres du clan raffermissent l'identité matérielle qui, croyaient-ils, les relier les uns aux autres et à la divinité. Le sacrifice était un sacrement, l'animal du sacrifice, un membre du clan. C'était en réalité par la mise à mort et par l'absorption de l'ancien animal totémique, du dieu primitif lui-même, que les membres du clan entretenaient et renforçaient leur communion intime avec la divinité, afin de rester toujours semblables à celle-ci. De cette analyse du sacrifice, Robertson Smith tira la conclusion que la mise à mort et l'absorption périodique du totem aux époques ayant précédé le culte de divinité anthropomorphique formaient un élément très important de la religion totémique. Le cérémonial d'un repas totémique de ce genre se trouve, pense-t-il, dans la description d'un sacrifice datant d'une époque postérieure. Saint Nilus parle d'une coutume de sacrifice des Bédouins dans le désert de Sinaï vers la fin du IVe siècle après Jésus-Christ. La victime, un chameau, était étendue liée sur un grossier autel fait de pierre. Le chef de la tribu faisait faire aux assistants 3 fois le tour de l'autel en chantant, après quoi il portait à l'animal la première blessure et buvait avec avidité le sang qui en jaillissait. Ensuite, toute la tribu se jetait sur l'animal, chacun enlevait avec son épée un morceau de la chair encore palpitante et l'avalait telle qu'elle, et si rapidement que dans le bref intervalle qui s'écoulait entre le lever de l'étoile du matin à laquelle ce sacrifice était offert et le pâlissement de l'astre devant la lumière du soleil, tout l'animal de sacrifice était détruit, de sorte qu'il n'en restait ni chair, ni peau, ni os, ni entrailles. Ce rite barbare, remontant selon toute probabilité à une époque très ancienne, n'était certainement pas unique, d'après les témoignages que nous possédons, mais peut être considéré comme la forme primitive générale du sacrifice totémique, qui a peu à peu subi avec le temps diverses atténuations. Beaucoup d'auteurs ont hésité à attacher une importance quelconque à la conception du repas totémique, parce qu'elle ne se trouvait pas confirmée par les observations faites sur des peuples en pleine phase totémique. Robertson Smith a lui-même cité les exemples où la signification sacramentelle du sacrifice paraît hors de cause, par exemple dans les sacrifices humains des Aztèques et dans d'autres qui rappellent les conditions du repas totémique, comme par exemple les sacrifices d'ours chez la tribu des ours des Wataouk d'Amérique ou les fêtes de l'ours chez les Ainos du Japon. Fraser a rapporté en détail ces cas et d'autres analogues dans 2 parties de son grand ouvrage. Une tribu indienne de la Californie, qui adore un grand oiseau de proie, la buse, tue tous les ans, au cours d'une solennelle cérémonie,
un individu de cette espèce, après quoi l'oiseau tué est pleuré, tandis que sa peau et ses plumes sont conservées. Les Indiens Zuni du Nouveau-Mexique procèdent de même à l'égard de leurs tortues sacrées. On a observé dans les cérémonies Inti Shuma des tribus de l'Australie centrale une particularité qui vient fort à l'appui des hypothèses de Robertson Smith. Chaque tribu qui a recours à des procédés magiques pour assurer la multiplication de son totem est tenue, au cours de la cérémonie, d'absorber un morceau du totem avant que les autres tribus puissent y toucher. Le plus bel exemple d'ingestion sacramentelle d'un totem, interdite en temps ordinaire, nous est fourni, d'après Fraser, par les bénis de l'Afrique occidentale et se rattache au cérémonial d'inhumation existant chez ces tribus. Nous adhérons cependant à l'opinion de Robertson Smith, d'après laquelle la mise à mort sacramentelle et la consommation en commun de l'animal totémique, prohibées en temps normal, doivent être considérées comme des caractères très significatifs de la religion totémique.